Zoro contre les géants démoniaques d'Elbaf, la révélation de Genko, la princesse Shuri connue autrefois par Brook, le futur combat de Sanji contre un chevalier divin. Yo les bros, c'est Goji et bienvenue dans cette review du chapitre 1173 de One Piece. Comme vous l'avez compris, de nouveaux sujets palpitants seront analysés aujourd'hui et bien plus encore, alors je vous invite à liker cette vidéo et à me dire en commentaire si d'après vous Zoro a un niveau suffisamment élevé en Haki des Rois pour tuer un des démons d'Imu. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne review en ma compagnie. Le chapitre commence avec ce qui semble être la suite du précédent. Souvenez-vous que nous sommes quittés la semaine dernière avec Zoro qui avait un plan. Un plan qui, de ce que je vous disais dans la précédente review, serait de retourner les géants contre eux en tiltant leur ego. Eh bien écoutez, on y est ou du moins presque. Alors que les géants démoniaques attaquent le village de l'ouest, Zoro les attaque frontalement également, en faisant bien attention de ne pas passer entre eux et donc d'être pris dans le Domi-Reversi. Après s'être assez rapproché d'eux, Zoro nous fait l'honneur de réutiliser l'une des premières techniques dévoilées après l'ellipse des 2 ans, le Rokudo no Tsuji, tranchant tous les géants face à lui et ce malgré la résistance de leur forme démoniaque. Les deux chefs Dori et Brogy sont aussi de la partie, ensemble ils essayent d'attaquer Zoro qui n'aura aucun mal à les esquiver, ce qui les mènera à s'attaquer eux-mêmes à la surprise de tous, tout en faisant effectivement, et comme je le présageais, un parallèle avec leur affrontement sur l'Hillel Garden. Cette fois-ci, Dori et Brogy se sont tranchés et il faut croire que c'est le début d'un nouvel affrontement. En effet, nous avons là le début du plan de Zoro, ou du moins, je crois. Pour dire vrai, à aucun moment Zoro n'a déclaré avoir accompli ou mené à bien son plan, il ne l'a même pas expliqué, donc peut-être qu'il s'apprêtait à le faire, mais a été coupé par Dori et Brogy qui l'ont attaqué avant de pouvoir dire ou faire quoi que ce soit. Cependant, je pense que la finalité sera celle que je mentionnais la semaine dernière. Les géants en Domi-Reversi vont se battre entre eux et ça va grandement ralentir leur progression, et ça, peu importe le plan de Zoro. Parce que notre grand sabreur peut bien faire ce qu'il veut, il n'a pas le pouvoir ni de les libérer, et il peut pas les tuer non plus, parce que il va pas tuer des géants. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est entraver leur propre plan, qui est juste la destruction pure et simple en fait. Alors, il y a quand même quelques sujets intéressants à relever dans ce début de chapitre, et on s'y attelle dès maintenant. Le premier, c'est le Domi-Reversi, fonctionne chez tout le monde. C'est ce qu'on peut en déduire en voyant Zoro bien faire attention à ne pas passer entre les géants. On pouvait croire que c'était une règle s'appliquant qu'à ces derniers, mais finalement, ce n'est pas le cas. Donc est-ce qu'on verra un humain se faire prendre par le Domi-Reversi sur Elbaf, notamment un Mugiwara, ou plutôt, et comme je l'avais dit lors de la première utilisation de cette technique, Luffy va-t-il en subir les conséquences directes? Lorsque j'avais imaginé ce scénario, un Luffy sous Domi-Reversi, je faisais le lien avec sa légendaire transformation en forme Nightmare sur Thriller Bark après avoir absorbé des ombres extraites par le pouvoir de Moria. Et c'est vrai que jusqu'à présent, dans cet arc, Luffy n'a pas encore subi les pouvoirs de l'antagoniste, alors que pourtant il en est systématiquement la cible à un moment ou l'autre. Donc vraiment, je trouve que ça fait sens qu'il se fasse toucher par le Domi-Reversi, en plus des similitudes que ce pouvoir a avec la forme Nightmare. L'apparence démoniaque est terrifiante, le power-up conféré par les pouvoirs de l'adversaire, le thème des géants et géants antiques avec Oz qu'affrontait Luffy et les géants d'Elbaf transformés aujourd'hui. Bref, Luffy Reversi, ça me plaît toujours autant. Après, soyons clairs, si ça venait à arriver, je ne pense pas que Luffy sera forcément mauvais. Ça fera ressortir une autre facette de lui, mais pas forcément la mauvaise, si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, les géants d'Elbaf, ils se sentent surtout invincibles et ça ne fait que glorifier leur ego très particulier, comme Harald finalement, qui se sentait tout puissant, voire même divin, après avoir été contrôlé par Imu. Le truc, c'est que Luffy est censé être assez pur dans le sens où il n'a pas d'ego, et l'incarnation même de son fruit du démon est la divinité de la liberté. Donc, en plus que Nika soit probablement la seule entité capable de briser la malédiction d'Imu, Luffy gardera assez le contrôle sur son esprit pour ne pas céder à la corruption tout en profitant des pouvoirs que pourrait lui accorder le Domi-Reversi. Ça reste une théorie, je dis pas que c'est une évidence absolue et que c'est le seul scénario possible, mais moi j'aime bien. Ensuite, en deuxième sujet, Zoro ne tuera évidemment aucun géant, ou du moins il n'a sûrement tué aucun géant durant son Rokudo no Tsuji. Il n'a effectivement pas eu la même hésitation en attaquant les géants random que face à Dori et Brogy, car ça reste quand même ses deux potes, mais ça ne change en rien au fait que ceux qu'il a attaqués ne sont qu'au maximum ralentis brièvement dans la régénération. En fait, tout ça est une question de haki et d'utilisation du haki des rois. C'est un fait, le haki des rois avancé permet de blesser les démons d'Imu et de ralentir leur régène. Ce sont les mots de Gaban au chapitre 1170 face à Harald. Pour autant, toujours d'après Gaban, mais cette fois-ci au chapitre 1152, il dit à Luffy de garder à l'esprit la façon d'utiliser le haki des rois, comme si ça ne suffisait pas de juste l'utiliser dans sa version avancée, mais qu'il fallait encore un petit truc supplémentaire pour véritablement les défaire, voire même les tuer. Donc là où je veux en venir, c'est que Zoro, bien qu'il soit un utilisateur de haki des rois avancé, ne le maîtrise toujours pas assez bien pour aller jusqu'à tuer les démons d'Imu. Il pourra sûrement les blesser et ralentir leur régénération, mais pas de façon aussi optimale que Gaban par exemple.
précisément car, toujours et encore d'après lui, Zoro est une catastrophe en gestion de Haki, au point où il lui fait clairement comprendre que il déconne. Voilà, c'est pas sérieux de sa part de ne pas maîtriser son Haki, surtout que Zoro lui-même ne savait pas qu'il possédait ce pouvoir dans sa forme royale. Donc après l'arc d'Elbaf, il sera capable de mieux le contrôler, mais pour l'instant, c'est pas glorieux, et c'est pourquoi il ne peut pas être celui qui combattra efficacement les géants, ou du moins pour l'instant. Ça ne change cependant strictement rien à la puissance ahurissante qu'il est capable de dégager, et surtout du monstre qu'il est déjà, alors que c'est une brêle atomique en utilisation. Là, quand il va passer à l'étape de la maîtrise de ce pouvoir, il deviendra encore plus terrifiant qu'il ne l'est actuellement, et il sera très clairement avec Luffy la force des Mugiwara, capable de vaincre les démons d'Imu, qui sont quand même parmi les ennemis finaux de l'œuvre. Zoro a toujours été puissant depuis son introduction, son niveau rivalisait avec celui de Luffy au tout début, il a toujours fait preuve d'une détermination sans faille et d'une robustesse inégalable. À la fin de l'œuvre, en tant que second du roi des pirates et meilleur sabreur du monde, il fera inévitablement partie du sommet des puissances actuelles. Ensuite et pour finir, je mise une petite réutilisation de sa technique Ashura très prochainement. Vous le savez, c'est l'une des techniques ultimes de Zoro, c'est même la technique ultime au point où il a utilisé comme dernier recours face à Kaido, lui laissant à la fois une nouvelle cicatrice et révélant pour la première fois son Haki des rois. Eh bien, je soupçonne son utilisation très bientôt. Car sa technique Rokudo no Tsuji est une référence aux 6 mondes de la cosmologie bouddhiste et les Asuras font partie de l'un de ces mondes. Et surtout, dans le bouddhisme, les Asuras sont précisément les ennemis des dieux, les Devas. Alors bon, on est d'accord, Imu n'a de dieu que le titre, sinon tous ses traits sont caractéristiques d'un démon, mais quand même je trouve que ça fait sens que dans une espèce de bataille contre le dieu du monde et ses démons, nos Mugiwara utilisent leurs techniques les plus poussées et puissantes, ce qui provoquerait un retour du Ashura de Zoro, mais qui sera aussi marqué par une un petit peu meilleure utilisation du Haki des rois, et surtout avec le style du roi des enfers qu'il a développé face à King. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on va pouvoir passer à la suite car on a encore pas mal de choses à dire. La plus grande révélation de ce chapitre se fait autour de Gunko, ou devrais-je plutôt l'appeler Shuri, la princesse du royaume dans lequel se trouvait Brook lorsqu'il était garde de la troupe royale de son vivant. Nous apprenons alors que Gunko est la fille de l'homme que Brook considérait comme son bienfaiteur, mais surtout qu'elle l'aurait tué. Pour lui, il n'y a aucun doute, cette femme aux cheveux bleus et aux yeux verrons est bien la princesse qu'il a connue autrefois. Bon voilà, enfin, plus besoin de jongler entre la théorie de la fille de Brook ou de la princesse du royaume, c'est ce dernier scénario qui l'emporte. Je pense que vous aurez compris la même chose que moi, Gunko n'a pas tué son père, elle a été manipulée pour le faire, ou du moins, il y a plusieurs scénarios possibles. Donc le premier scénario, c'est simplement qu'elle s'est faite manipuler par le Domi-Reversi d'Imu et qu'Imu l'a utilisé pour trahir le royaume, dont son père. C'est assez facile à imaginer, ça expliquerait aussi pourquoi elle est actuellement sous le contrôle d'Imu. Le deuxième scénario, c'est que ce n'est pas elle qui l'a tué, mais elle porte le chapeau pour quelqu'un d'autre, genre typiquement Imu ou un traître du royaume de Brook, quelqu'un qui s'est retourné contre le roi. Et finalement, le troisième et dernier scénario, le plus cohérent à mes yeux, c'est que le roi s'est fait manipuler par Imu, transformé par le pacte démoniaque de ce dernier, et soit Gunko a dû le tuer, soit elle a été aidée par quelqu'un pour le tuer. Là, vous aurez compris que c'est un quasi copier-coller de l'histoire de Loki et d'Harald, autant dans la théorie que sur papier, puisque c'est vraiment comment est présenté Gunko aujourd'hui, une princesse que l'on accuse de parricide. Je ne sais pourquoi Oda décide de reproduire un scénario similaire à un mois près, mais ce qu'on sait, c'est que ça a forcément un lien avec le gouvernement mondial, mais surtout Imu. Déjà, reprenons quand même la base de tout. Pourquoi être si sûr que le gouvernement a à voir avec la mort du père de Gunko? Eh bien, Brook a révélé connaître l'existence des chevaliers divins durant cet arc. Or, et comme vous le savez déjà, tant qu'on n'a pas affaire à eux, il n'y a aucune raison de connaître leur existence. Les mots de Brook suggéraient alors qu'il les avait déjà croisés à un moment de sa vie, et là encore c'est plutôt simple à analyser. Il ne les a pas croisés en errant sur le triangle de Florian, parce que normalement il a croisé personne là-bas. Il a peu de chance de les avoir croisés en tant que pirate avec les Rumbar, car ces derniers n'avaient pas une très grande influence et n'étaient pas dangereux. Bref, ils ne représentaient pas une raison valable pour les chevaliers divins de s'en occuper. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est la période où il était capitaine d'une troupe de combat dans un royaume, parce que Oda a introduit cette information lorsque Brook a rejoint l'équipage sans offrir de précisions supplémentaires, alors que c'est littéralement l'une des plus grosses parties de la vie d'un des Mugiwara. Donc assez simplement, si Brook a dû croiser les chevaliers divins, eux qui sont très actifs dans la politique du monde et des royaumes, il est probable que cela ait eu lieu sur ce certain royaume dans lequel il vivait autrefois. Plus encore, quand Brook mentionne le lien avec la Terre Sainte en voyant Gunko, il est probable que ce royaume cherchait à être reconnu par Marie-Joise et peut-être à intégrer la rêverie comme veut le faire aujourd'hui Barbe Noire pour la ruche. Ou bien, pour des raisons encore obscures actuellement, le royaume où se trouvait Brook et son roi intéressaient le gouvernement, puissance, ressources,
peu importe, Imu voulait s'en emparer et elle a réussi. Le roi aurait pu soit subir un demi-reversi comme Chebek et les géants, soit avoir pactisé avec Imu pour devenir l'un de ses chevaliers divins, laissant une place vacante qu'Harald a comblée bien plus tard. C'est en cherchant à s'opposer à la folie du roi que Brook et ses soldats l'ont combattu, en vain. Vous vous êtes toujours demandé d'où venait cette cicatrice qu'arbore Brook sur son crâne? Eh bien, elle viendrait de ce moment même. Cette cicatrice a été laissée par son bienfaiteur après avoir été contrôlée et possédée par le diable, expliquant pourquoi Brook l'avait déjà lorsqu'il était dans l'équipage des Rumbar Pirates. C'est aussi à ce moment-là que Gunko aurait peut-être réussi à vaincre son père, ce qui lui donna ce titre de parricide. Le problème étant que ça inclut un potentiel acquis de roi avancé de sa part, et ça, désolé, mais je ne vois pour l'instant aucunement Gunko posséder un pouvoir si avancé malgré son rôle de princesse et son lien avec la royauté. Rien n'est acté, et je peux me tromper, donc je ne vais pas être non plus trop catégorique là-dessus, mais il serait quand même intéressant que Gunko ait trouvé un autre moyen pour tuer ou combattre les démons d'Imu sans avoir recours au haki. Ce qui pourrait introduire une nouvelle compétence à travailler pour les Mugiwara n'ayant pas cette forme du haki, mais cherchant quand même à combattre les chevaliers divins. L'hypothèse qu'elle fut elle-même transformée par Imu est d'ailleurs tout aussi bonne, que ce soit elle qui ait blessé Imu et tué son père, plongeant le royaume dans la destruction. Nous pouvons toutefois être sûrs et certains qu'à aucun moment, Gunko a agi de sang-froid, car le chapitre 1149 met bien en avant un bref flashback de son passé où elle implore son père, signifiant bien que ce régicide n'est pas de son propre désir. Alors maintenant que Gunko est officiellement une princesse, je vous repose la question la plus logique qui me vient à l'esprit. Tous les chevaliers divins sont-ils issus de la royauté? Harald était le roi d'Elbaf, Loki allait être recruté en étant le prince d'Elbaf, Gunko princesse d'un royaume. Ça commence à faire beaucoup là, donc qui nous dit que Garling n'est pas finalement lui-même issu d'une famille royale, d'un royaume quelque part sur la mer, et que ce soit pareil pour tous les autres chevaliers divins? Ça ne serait pas incohérent quand on sait qu'Imu a fondé le gouvernement mondial avec 19 autres familles royales. Aujourd'hui, elle compte et espère toujours s'entourer de 100 nobles et ne sélectionne que des êtres venant d'une lignée spéciale et épique. Vivi, Rebecca, Shirahoshi aussi, bien évidemment, toutes les trois pourraient être des cibles d'Imu, des candidates au rôle de chevalier divin. Bon, ça n'arrivera pas, évidemment, sauf peut-être pour Vivi. Et ouais, on ne sait toujours pas pourquoi Imu veut Vivi. Alors si tout simplement, elle voulait faire d'elle une membre de ses chevaliers divins. Cheveux bleus comme Gunko, fille d'un roi qu'elle a tué de ses propres mains, héritière de la volonté de Lily, la princesse d'Alabasta pourrait être recherchée par Imu pour devenir l'un de ses nouveaux soldats. Après tout, il reste encore une place vacante normalement, voire même deux, puisque Shanks n'est pas devenu chevalier divin et Harald est mort tandis que Loki a refusé de les rejoindre. C'est pour garder un équilibre au sein de cet ordre qu'Imu a voulu à la fois recruter Loki, mais aussi Vivi et faire d'elle l'un de ses pions. Ok, mais moi avec tout ça, c'est encore à autre chose que je suis en train de penser là. Ce chapitre m'a vraiment créé un déclic. Après tant d'années, je me suis enfin rendu compte que quand même, Imu est à l'origine de la mort de beaucoup de rois en fait. Le roi Cobra, le roi Harald, maintenant très probablement le roi du royaume de Brook, sans oublier Yarul qui est sa cible alors qu'il est le roi officieux d'Elbaf depuis la fin d'Harald. Alors je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais ça fait déjà un petit paquet alors que finalement on n'en sait pas plus sur Imu que ça en fait. Son histoire et ses apparitions sont quand même assez limitées. Donc là où je veux en venir, c'est que si Oda fait à ce point-là d'Imu un ou une régicide, qui nous dit que son histoire passée ne tourne pas autour d'autres régicides? Outre le fait que si j'ai la quasi-certitude qu'Imu a tué les 18 ou 19 autres rois ayant fondé le gouvernement mondial à ses côtés, pour être la seule digne de régner sur le monde, je me demande si depuis le début, on ne se leurre pas sur la véritable identité d'Imu. On est tous d'accord pour dire qu'Imu Nerona est vraisemblablement un roi ayant vécu à l'époque du siècle oublié, n'est-ce pas? C'était un homme et c'est acté par les écrits de livres d'histoire le qualifiant de roi. Chose qui a par ailleurs pas mal ébranlé la théorie qu'Imu puisse être une femme. Mais du coup, si ça fait plus de 2 ans qu'on a la confirmation qu'Imu est un homme à travers ses mots, pourquoi ne s'est-il jamais révélé comme tel? Pourquoi garder le mystère sur son genre? Eh bien, avec ce chapitre, je pense peut-être avoir compris. Imu ne serait définitivement pas un homme, et ne se nommerait pas Imu non plus. Imu serait en réalité la fille du roi Nerona qui a usurpé l'identité de son père depuis des siècles. Imu serait une princesse. Je ne sais pas comment dire, mais cette idée sonne bien et même pourrait peut-être expliquer ce syndrome Kaoda de régulièrement mettre des princesses en détresse à sauver dans ses arcs. Même à la fin du manga, il en resterait une à sauver et à libérer, et c'est Imu en personne. Bon, on va vraiment clore le sujet Brook parce que finalement j'ai pas beaucoup parlé de lui alors que ce chapitre est important pour lui, déjà car on apprend qu'il avait un bienfaiteur, mais surtout, Brook est le premier des Mugiwara à subir un affrontement direct face à Imu. La symbolique de fou! Donc oui, vous aurez compris, son bienfaiteur est le roi de son royaume, ça signifie donc que ce roi était bien plus âgé que lui, mais aussi qu'il a été à la tête de la troupe de ce royaume très très jeune. Il dit que Gunko, ou du moins la princesse Shuri, doit avoir 80 ans actuellement, ce qui ne ferait que 10 années de différence avec lui-même qui en
en a 90. Donc quand on le voit dans les souvenirs de Gunko au chapitre 1149, à en juger l'apparence de la petite, elle devait avoir 7 ou 8 ans, parce que de toute façon, tous les gamins dans One Piece, quand ils apparaissent, ont entre 7 et 8 ans, donc c'est pas difficile. S'ils ont 10 ans d'écart, alors notre cher Brook doit avoir approximativement 18 ans dans ce souvenir. Cette jeunesse expliquerait le rêve qu'il avait de devenir pirate, un rêve qu'il accomplira à l'âge de 38 ans à peu près, puisque c'est à cet âge-là que lui et les Rumbar Pirates ont quitté West Blue, et c'est à cet âge-là que son flashback en tant qu'humain a commencé. Signifiant que la tragédie de son royaume et le meurtre du roi a dû avoir lieu très peu d'années avant, Gunko doit donc avoir 25, 26, voire 27 ans. Est-ce utile de le savoir? Pas forcément, mais quand même c'est toujours cool de se faire une petite chronologie. Mais pour en revenir à Brook, eh bien pour être déjà dans l'armée d'un royaume aussi jeune et considérer son roi comme un bienfaiteur, c'est qu'il a dû être récupéré encore enfant, peut-être même sauvé de la misère tout en partageant avec le roi une passion commune que serait la musique. Ce qui reste toutefois étonnant, c'est que Brook a comme rêve de devenir pirate, pas de devenir musicien. Donc il existe aussi une possibilité que le père de Gunko fut autrefois un pirate, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a rencontré Brook, un peu à la Zeph Sanji finalement. Zeph était un pirate sanguinaire, mais sa rencontre avec Sanji a bouleversé son chemin de vie. Bref, on verra, mais ça promet d'être assez intéressant quand même. Maintenant, le coup de l'affrontement contre Imu, ça, je l'avais pas trop vu venir. L'interaction entre eux était évidente. Le fait que Gunko allait en partie reprendre conscience et combattre la possession d'Imu, c'était également quelque chose que j'avais dit dans ma dernière review, mais je n'imaginais pas qu'un combat allait éclater. Alors doutez-vous bien que si Brook n'utilise pas la musique, il aidera Gunko à combattre la possession du démon grâce à son influence sur les âmes, mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est le rapport qu'entretient Imu et Gunko. Imu semble lui apporter une attention particulière. Déjà, Imu s'étonne que Gunko retrouve des souvenirs, donc ça sous-entend clairement que Gunko ne devait pas se souvenir de quoi que ce soit, et par conséquent, Imu a sûrement utilisé un pouvoir un petit peu spécial sur elle. En fait, Imu a forcément une attache particulière avec Gunko. Déjà, il semble que ce soit sa servante, comme c'était montré durant le flashback de Chebek, donc déjà, ça la distingue des autres chevaliers divins, mais surtout, comparé aux autres chevaliers divins, justement, Gunko a gardé sa jeunesse. À côté, Somers ou Garling, qui sont pourtant des chevaliers divins haut gradés eux aussi, ont vieilli entre les événements de God Valley et aujourd'hui. Il y a donc bien une distinction entre elle et eux. Gunko est possiblement plus proche d'un Gorosei que d'un chevalier divin. Je parle pas en puissance, mais juste que les seuls ne vieillissant pas tout en profitant des pouvoirs de Imu, eh bien ce sont les 5 doyens. La question est vraiment de savoir pourquoi certains d'entre eux sont immortels et d'autres non. Qu'est-ce que ça change dans leur rapport avec Imu? Du coup, on peut se demander si le Gorosei aussi aurait perdu leur souvenir de leur vie passée, tout comme Gunko. En tout cas, je reviens à moitié sur mes précédentes déclarations. Imu va peut-être pas punir Gunko comme je le pensais, bien que ce soit toujours envisageable et possible. Elle a quand même une attache assez particulière avec elle qui pourrait la sauver du même sort qu'a subi Saturne. Eh bien, nous arrivons sur la dernière partie, la libération des Mugiwara et surtout l'arrivée de Sanji. Effectivement, les Mugi sont libérés après la brève prise de conscience de Gunko, donc ça va, c'était pré-shotable. Donc chacun va pouvoir aider un peu tout le monde de son côté. Peut-être que Usopp va faire un truc, on sait pas. Après, imaginez, c'est l'arc qu'on attendait le plus pour son développement, et finalement, c'est Brook qui va subir une meilleure écriture. Non mais, ça serait trop bizarre, ça serait trop bête. Ouais. Sanji, du coup, il arrive vers Nami. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il est aussi arrivé vers Robin, qui elle est toujours emprisonnée par les pouvoirs de Somers, contrairement aux autres qui l'étaient par les pouvoirs de Gunko. Ça signifie que nous avons là un potentiel début de combat entre Somers et Sanji. Ce dernier irait chercher l'affrontement pour annuler le pouvoir des épines et libérer à la fois Robin et les enfants. Et puis leur combat est parfaitement écrit dans l'histoire en fait. Ils ont le parallèle de l'amour. Sanji est un amoureux passionné, là où Somers y voit une beauté macabre de torturer ceux qui s'aiment avec son fruit du démon. Robin pourrait aussi être dans un certain sens la femme prisonnière de Somers, à l'image de Shaki sur God Valley, et Sanji irait la défendre pour la libérer de ses entraves et faire tomber Somers dans l'inconscience pour annuler ses pouvoirs. Il y a ensuite la force naturelle qu'aurait Sanji face à lui. Certes, il n'a peut-être pas le haki des rois pleinement exploitable pour le vaincre efficacement comme l'a fait Gaban, mais il ne reste pas moins totalement insensible et invulnérable aux épines de Somers grâce à son corps d'une résistance extrême capable de se reformer comme bon lui semble. Pendant que Zoro s'occupe des géants, voire même qu'il s'occupe de Killingham par la suite, Sanji aurait Somers à affronter et je trouverais ça parfaitement cohérent. Je dis pas qu'il le vaincra sans difficulté, même qu'il le vaincra tout court, mais l'idée qu'il puisse le combattre et lui faire annuler l'emprise sur Robin me paraît absolument possible et attendue. C'est la fin de cette review les bros, j'espère qu'elle vous aura plu. Décidément, le début d'année est assez calme côté One Piece, j'ai l'impression que ce chapitre et le précédent auraient pu être combinés en un seul, mais bon, c'est sans doute pour nous faire un final encore plus explosif. Donc avec tous les chapitres de fou qu'on s'est tapé en 2025, un petit peu de légèreté ne fait pas de mal si vous voyez ce que je veux dire. Cependant, dites-moi quand même si vous aimez ces derniers chapitres, donnez-moi votre avis à leur sujet, je suis vraiment curieux de savoir si je suis le seul à avoir cette
sensation de ralentissement depuis quelques semaines. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans quelques jours pour la review du chapitre 1174. Donc écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Peace les bros.